Alors, est-ce que tout le monde, normalement, tout le monde devrait m'entendre. Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue dans ce premier webinaire 2023 du Flocon Vert. Aujourd'hui, on va donc parler de la stratégie et du pilotage de notre démarche de transition. Et avant de rentrer sur ce détail, je voulais juste remettre un petit peu le contexte et nous représenter Mountain Riders et le Flocon Vert. Du coup, pour ceux qui, alors certains connaissent déjà, mais peut-être pas tout le monde, donc pour ceux qui, selon ce que vous verrez qu'on a donc des référents Flocon Vert parmi les inscrits, mais il y a aussi des personnes extérieures, donc c'est pour ça que je fais ce petit point. Donc du coup, Mountain Riders, c'est une association qui a fêté ses 20 ans en 2021, nous avons donc maintenant 22 ans, et notre cœur de métier, c'est la sensibilisation et l'éducation à la transition écologique. Et on travaille notamment beaucoup avec les territoires de montagne. On va donc accompagner dans ce cas des acteurs publics et privés dans leur développement local au travers d'actions concrètes et durables. J'insiste beaucoup sur notre philosophie, qui est un point important, qui est vraiment d'informer sans moraliser, de travailler avec tous et de faire du changement une démarche qui est positive autour d'alternatives concrètes. De cela, on a donc 3 grandes actions au sein de Mountain Riders, la montagne zéro déchet, on a un pôle pédagogie et le Flocon Vert, qui est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Au travers du Flocon Vert, on accompagne les territoires de montagne dans leur transition écologique. Donc c'est ce qu'on appelle une démarche labellisante, qui est reconnue par les institutions publiques, où on va vraiment travailler sur l'amélioration continue. Au-delà de ça, donc on accompagne les territoires sur leur transition et leur amélioration continue, mais c'est aussi un réseau d'acteurs, parce que tout le monde, l'idée, c'est de vraiment fédérer autour de ce Flocon Vert pour créer un réel réseau, pour rassembler les acteurs du territoire et du coup pour permettre l'entraide et ce qu'on appelle aussi l'intelligence collective. Pour ceux qui ont travaillé avec Mountain Riders, nous travaillons énormément sur l'intelligence collective, avec l'outil d'intelligence collective. Je vous présente l'équipe du jour, parce que là, pour l'instant, je suis toute seule derrière cet écran, mais en réalité, ce n'est pas complètement le cas. Donc, je me présente premièrement. Donc, moi, Colline Dourne, je suis responsable du projet Flocon Vert au sein de l'association Mountain Riders. Sur ma droite, on ne la voit pas, mais c'est elle qui va s'occuper de la médiation. C'est Lucie Laurent, qui est la chargée de projet Flocon Vert. Et nous avons la chance d'avoir 2 intervenants aujourd'hui qui vont nous apporter leur expertise et leur retour du terrain. Donc, c'est Hugo Padilla, qui était un ancien référent Flocon Vert à Valberg et qui travaille aussi avec nous aujourd'hui pour accompagner les territoires Flocon Vert. Et nous avons aussi Carole Rinjonneau, qui est chargée de mission développement durable et aménagement à Font-Romeu et qui est notre référente Flocon Vert sur ce territoire-là. Donc, vous verrez, ils interviendront donc plus tard dans ce webinaire. Donc, quand vous avez des questions petit à petit, ça on en reparlera, mais donc c'est donc Lucie qui est à la médiation et c'est Lucie qui s'occupe du chat pour aujourd'hui. J'ai mis quelques petites règles pour que l'échange se passe bien. Vous aurez remarqué que le micro a été coupé de base. En fait, aujourd'hui, on a une 50aine d'inscrits sur ce webinaire. Donc, du coup, si on laisse l'ouverture des micros, ça va être très compliqué et ça ne permettra pas un bon échange. Donc, on a fait le choix de couper les micros pour tout le monde. Selon le nombre qu'on sera, si finalement on est moins, on pourra retravailler ça. Mais là, je vois qu'on est déjà 26. Donc, ça risque de rester comme ça. Pour poser vos questions, alors, l'idée, c'est qu'il y aura un temps d'échange à la fin. Le temps d'échange, si on est beaucoup, va se faire au travers du chat où vous posez une question que Lucie me fait passer et que je pose ensuite aux experts ou que je pose à moi-même. Et donc, pour ça, je vous invite à noter sur une feuille de côté petit à petit pendant le webinaire, noter vos différentes questions et les poser à la fin, parce qu'en fait, sinon, elles vont se noyer. Et puis surtout, dans cette idée on va essayer de répartir au maximum la parole. Donc, si vous avez 20 questions et que vous les écrivez toutes, on ne saura pas vraiment par laquelle démarrer. Donc, notez-les de côté et à la fin, au temps d'échange, vous pourrez les poser par ordre de priorité, ce qui nous permettra de répondre au mieux à ce que vous exprimez. Comme on est beaucoup, en fait, on ne va pas se voir. On va pas se voir réellement. Donc, moi, je proposais qu'on coupe la caméra pour pour mettre un peu de sobriété numérique dans ce webinaire, puisque allumer sa caméra n'apportera rien.
Et information très importante, pour ceux qui étaient là depuis la première seconde, c'était écrit sur le slide, ce webinaire est enregistré parce qu'on a des gens qui ne peuvent pas être là, il y a une demande de visionnage en replay. Donc, du coup, voilà, je vous informe, bon, les caméras étant éteintes, ça ne va pas trop impacter, mais je vous informe quand même que ce webinaire est entièrement enregistré. Je voulais commencer par un petit point. Je vous invite à écrire sur le chat. Alors, on commence toujours chez Mountain Riders par ce qu'on appelle une inclusion, pour que tout le monde entre dans le cercle. On ne va pas faire un tour de table aujourd'hui, mais je vous invite juste à écrire dans le chat un peu vous, donc qui êtes-vous, à quel titre vous venez. Est-ce que vous êtes un référent flocon vert, un citoyen curieux, salarié d'un territoire de montagne ou autre? Vraiment, à quel titre vous êtes avec nous aujourd'hui? En un mot, pour faire rapide, votre état d'esprit actuel et en une phrase courte, ce qui vous a amené à suivre ce webinaire. Donc, en fait, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Je vous laisse 3-4 minutes pour écrire tout ça. Et comme ça, ça me permet de comprendre aussi un petit peu tout ça. Pourquoi vous êtes là? Merci Morgane d'avoir lancé le premier, le premier mot. Et bienvenue depuis Valseny. Ok, curiosité. L'affiche de tout voir, tout arrive en même temps. Nous avons donc des élus, des salariés d'office de tourisme, il y a de la curiosité malgré la fatigue, beaucoup de démarches qui se superposent, qui a un besoin d'être plus au clair sur la visibilité, crédibilité. Curiosité aussi, des oreilles grandes ouvertes. On a d'autres élus qui nous suivent depuis Beaufort. Content d'être là, ravi aussi, en pleine forme. Besoin de mieux partager les démarches auprès de tous les acteurs de la destination. C'est noté. Partage effectivement de l'expérience de la récente labellisation pour Carole. Nous avons des allergies printanières et aussi un objectif troisième flocon. C'est beau. L'objectif est posé. Inspiration de bonnes pratiques. Mais bon, je vous laisse continuer à écrire pour ceux qui ne l'ont pas fait. En tout cas, merci déjà de ces premières écritures. Ça nous permet de se situer et un petit peu de comprendre pourquoi vous êtes là, dans quel état d'esprit vous arrivez sur ce webinaire. Alors, juste pour en parler un petit peu, pour bien poser les choses, donc notre intention était vraiment de parler du flocon vert d'un point de vue technique et opérationnel. Donc, ce que c'est que ce webinaire, il est fait pour clarifier les attentes, pour permettre un temps d'échange avec des experts. À chaque webinaire, on aura donc des experts différents selon le sujet. Et aussi, comme c'est ressorti dans les attentes, une idée d'inspiration de bonnes pratiques. Sur tous les territoires, il y a plein de belles choses qui sont faites, mais qui ne sont pas toujours sues. Et on veut, au travers de ce réseau dont je parlais au début, vraiment permettre cet échange pour que chacun ne fasse pas les choses dans son coin. Même si chaque territoire est différent, il y a des choses qui peuvent être inspirantes dans ce qui se passe chez les autres. Ce que ça n'est pas, vous n'allez pas ressortir aujourd'hui avec des outils clés en main où il y aurait juste à appuyer sur play et votre stratégie va se dérouler. Ce n'est pas l'idée de ce webinaire. Et ce n'est pas non plus un temps d'émergence collectif. Je l'ai posé ici parce que c'est des choses, comme je vous le disais, on a tendance à travailler en intelligence collective chez Mountain Riders. Des web ateliers ont déjà été faits dans ce sens.
Et pour que tout le monde voit bien la différence, j'ai préféré bien préciser ça. Donc, il y aura du temps d'échange à la fin, mais on ne va pas se poser autour d'un sujet et travailler ensemble, pas lors des webinaires. À qui s'adresse-t-il? On a vu beaucoup d'élus, de référents Flocon Vert. On a décidé pour ce webinaire donc, de l'ouvrir, de le construire à destination des référents Flocon Vert, mais pas que. Vraiment dans cette idée que en ouvrant le webinaire à l'inscription à d'autres personnes, déjà, ça permet aux autres personnes de découvrir aussi ce qu'est le Flocon Vert, mais aussi au travers des questions que ces personnes peuvent poser, d'avoir un peu un œil extérieur au travers de ça, de sortir un peu. On a tous un peu la tête dans le guidon quand on est dans cette démarche. Et l'ouvrir aux personnes extérieures nous permet de changer un petit peu d'altitude, comme dirait un livre que j'apprécie beaucoup. Ça, je mets un peu de bibliographie au milieu. Pour vous parler concrètement de comment ça va se passer. Donc, on va se retrouver tous les 2 mois. Donc, il y a déjà 2 autres dates qui ont été fixées, qui sont le 25 mai et le 6 juillet. Donc, tous les 2 mois, ce sera toujours le jeudi de 14h à 15h30. Et à chaque session, il y aura un focus sur un critère du cahier des charges du Flocon Vert. C'est vraiment cette idée de mettre vraiment du technique Flocon Vert et de l'opérationnel avec l'apport des experts. Sur les 2 prochains rendez-vous, donc en mai, on va parler de la vie sociale et locale au cœur de la démarche. Et en juillet, on parlera de l'artificialisation des sols. Pour dérouler le programme vraiment du jour, donc, comme je le disais, il va y avoir un premier zoom sur le cahier des charges où l'objectif est de faire un focus sur nos attendus et relever quelques points, quelques erreurs qui arrivent, qu'on retrouve assez souvent. Ensuite, il y aura l'apport de nos experts pour le partage d'expériences. Il y aura un petit focus sur le partage de bonnes pratiques pour vous donner quelques clés et ensuite le temps d'échange pour répondre aux questions. En espérant que tout soit clair pour vous, s'il y a des questions, n'hésitez pas, Lucie est là sur le chat pour rappel. Et si tout est bon, ben on va rentrer dans le vif du sujet avec ce petit zoom. Alors, il y a là une première partie qui est très descendante, la partie zoom sur le cahier des charges. Mais rassurez-vous, après le descendant pur et dur, il y aura donc cet échange, c'est une sorte de table ronde avec les experts, et puis vous aurez, comme je le précisais, la parole également. Donc voilà, pour vous présenter donc, notre petit flocon avec ces quatre grandes thématiques du Flocon Vert. Et donc, du coup, le critère stratégie, c'est le premier critère du cahier des charges Flocon Vert. Il fait partie donc, des 5 critères qui composent la famille gouvernance et résilience. Et celle-ci complète les 3 autres familles qui viennent évaluer les actions de mise en œuvre sur le territoire concernant les thématiques économie et vie locale, dynamique sociale et culturelle et gestion des ressources naturelles. Donc, la famille gouvernance et résilience nous permet d'analyser la dynamique politique et stratégique sur le territoire accompagné. On va donc venir questionner les acteurs sur les relations qui les lient, les méthodes utilisées pour travailler conjointement, notamment entre les 3 structures porteuses de la démarche, c'est-à-dire l'Office du tourisme, la mairie et le domaine skiable, et avec les habitants et le tissu économique et associatif local. Cette famille, c'est donc à la fois la stratégie de durabilité du territoire, mais aussi la participation des locaux à la vie de cette stratégie. L'aménagement et les mobilités sont les thématiques centrales, tant elles concernent des enjeux forts de la transition, et elles sont donc abordées dans cette première famille. Et enfin, pour assurer la résilience des territoires accompagnés, nous les poussons à anticiper les changements à venir et à s'y préparer au mieux. Notre comité de labellisation, donc pour une fois que nous avons accompagné les territoires, il y a donc les territoires Flocon Vert, ils passent à un comité de labellisation qui est composé de structures reconnues et entérinées à l'échelle nationale et internationale dans le milieu du tourisme et en dehors. Nous avons donc l'ADEME, Atout France, ATD, l'USMB, donc l'Université Savoie-Mont-Blanc, et Mountain Riders. Et ensemble, nous insistons sur la nécessité pour une destination désireuse de s'engager dans un processus de transition écologique et solidaire, de formaliser une stratégie à court, moyen et long terme. C'est de nos expériences, des expériences, on va dire, individuelles de chacune de ces structures, mais aussi de notre expérience commune, de toutes, au sein de ce comité de labellisation Flocon Vert, qui nous pousse à être intransigeants sur ce sujet. Par le passé ensemble, c'est
nous 5, en fait, ces 5 experts, on a observé une évolution rapide et une mise en mouvement vraiment facilitée sur les territoires qui possédaient une stratégie écrite, co-construite et partagée à tous les acteurs clés de la destination. Donc, si on devait résumer, je dirais que c'est en sachant où on va, en mobilisant les équipes et les locaux et en se dotant d'un outil adapté qu'on peut vraiment avancer sans jamais perdre de vue le cap qui a été fixé initialement donc dans cette démarche de Flocon Vert. Pour entrer donc dans le détail des 5 critères, on a ce premier critère qui est la stratégie d'amélioration continue. Ici, on va venir voir sur les 3 structures porteuses, donc je rappelle Office du tourisme, mairie et domaine skiable, ont individuellement ou collectivement formalisé une stratégie de durabilité. Ce qu'on entend par stratégie de durabilité, c'est en fait un engagement, une vision moyen-long terme de ce à quoi vous aspirez pour l'avenir de votre territoire. Cette vision doit prendre en compte les enjeux climatiques, sociaux, économiques et environnementaux qui animent la transition des territoires de montagne. Dans ce critère-là, on va valoriser particulièrement dans la notation l'écriture d'une stratégie transversale, donc sur les 4 thématiques du cahier des charges, et collective, à minima, entre les 3 structures clés porteuses de la démarche. Des points sont également accordés si la stratégie est rendue publique et si la destination cherche à être moteur de changement en son sein et auprès de ses pairs, donc communication auprès de la population, des visiteurs et au-delà. Il est essentiel que la stratégie d'un territoire lui corresponde, c'est-à-dire, et ça on reviendra plusieurs fois dessus, à chaque territoire sa stratégie, il n'y a pas de copier-coller possible, parce qu'elle doit lui correspondre autant par sa forme, par les objectifs, par les acteurs qui participent à son élaboration. Bien qu'il y ait des points communs entre les territoires, vous avez tous une très grande diversité, et c'est essentiel que la stratégie lui corresponde. Ce document, c'est important que ce soit un outil de travail et de référence sur lequel vous allez pouvoir vous baser pour l'ensemble des projets d'envergure qui seront envisagés sur vos destinations et au quotidien. Un projet est en réflexion, il suffit de sortir votre stratégie. Est-ce que ça rentre dans la stratégie? Est-ce que c'est en dehors? Si ça rentre, c'est très bien. Si c'est en dehors, c'est qu'il y a une dissonance, donc c'est pas forcément un projet à mettre en place. On a noté ici une erreur qu'on rencontre souvent, c'est en fait de ne pas impliquer ses habitants à l'élaboration de sa stratégie. Il est essentiel que la ligne de conduite de la destination soit prise en compte par ses habitants. Ce sont déjà les premiers à faire vivre et les premiers à qui elle doit bénéficier. Ils peuvent donc soit être impliqués dans le processus d'écriture, au travers de réunions publiques, d'ateliers d'intelligence collective, de boîtes à idées ou autres, ou bien à minima être au moins l'objet de campagnes de communication de la part de la destination. Les locaux, retenons bien que c'est aussi les premiers ambassadeurs de votre territoire et ils peuvent essaimer et faire rayonner votre engagement stratégique partout où ils se rendent. Critère numéro 2, ce sera le plan d'action durabilité. La construction d'un plan d'action est fondamentale pour assurer le suivi de votre démarche de transition, comme pour assurer d'ailleurs le suivi d'à peu près tous les projets. Un plan d'action est toujours un pilote essentiel. C'est également le moyen le plus simple de mettre en œuvre la stratégie et de la rendre vivante et concrète en rendant visuelle l'avancée de chacune des actions qui nourrit votre démarche Flocon Vert. Comme la stratégie, les actions déclinant dans cet outil de suivi doivent être définies et choisies collectivement pour assurer une cohérence vraiment du territoire et une bonne cohésion de tous les acteurs. Si c'est fait complètement dans un coin, vous aurez plus de mal à engager tout le monde. Les actions, elles doivent également poser des objectifs qui sont chiffrés. Si vous n'avez pas de chiffres, vous aurez du mal à les comparer. Avec des deadlines de réalisation, si on ne se dit pas pour quand on doit le faire, ça risque d'être mis de côté. C'est important de mettre en face les ressources humaines qui en sont chargées, c'est-à-dire qui pilotent, parce que si c'est tous, généralement, c'est personne. Mais aussi les ressources financières qui y sont dédiées. Ça fait 5 points essentiels à mettre dans votre cahier des charges. Dans votre cahier des charges, pas du tout, dans votre plan d'action, pardon. On a ensuite le critère numéro 3 qui est le comité de suivi. Ce qu'on appelle comité de suivi, c'est en fait un groupe de personnes définies et diverses, toujours issues à minima des 3 structures porteuses de la démarche, mais qui peut être plus large. Et c'est ce groupe qui va assurer le suivi du plan d'action. C'est grâce à des réunions régulières qui doivent être établies,
qui doivent être, dont la périodicité doit être établie, le fonctionnement également, en relation avec le conseil municipal, les groupes de travail, les prises de décision. Et je me perds, c'est avec donc ces réunions régulières et des liens avec des sources d'expertise diverses que vous avez sur votre territoire et local que ce comité pourra réaliser son travail avec le plus de pertinence possible. On arrive ensuite sur la partie du portage politique. Comme j'ai expliqué précédemment, la stratégie de durabilité du territoire, ça doit guider l'ensemble de vos décisions quotidiennes, tout comme vos projets à long terme. Donc pour ça, ça nous semble indispensable que cette démarche soit portée par les élus du territoire et que ces derniers participent à titre d'exemple et ou de moteur, mais j'aurais tendance à vouloir dire et de moteur, au déroulement de cette démarche flocon vert. L'erreur qu'on rencontre souvent, c'est une absence de communication sur les engagements de politique durable. On a conscience qu'il y a une peur de communiquer là-dessus par cette peur de retour médiatique, de ski bashing, de greenwashing. Ce que l'on dit toujours chez Mountain Riders, c'est que si on communique en toute transparence sur l'ensemble de la stratégie, que ce soit ses engagements, ses points forts, mais aussi ses points faibles et ses axes d'amélioration, on anticipe les critiques en retour. Les clés, c'est de communiquer sur la volonté d'amélioration continue, l'engagement pour mieux faire, et pas de prétendre à une exemplarité et se dire que tout ce qu'on fait est absolument dans la perfection. La transparence est une des clés essentielles pour une bonne communication et pour éviter de se retrouver du coup justement dans du ski bashing ou du greenwashing. Si le portage politique donc, est en accord avec cette communication, on dit que, entre guillemets, tout est justifiable en toute transparence. Je mets les guillemets sur tout est justifiable parce que bon, il y a des limites, mais la transparence, le fait de montrer que vous avez bien vraiment tout pris en compte et pourquoi vous faites ce choix, fera une différence quant aux critiques potentielles. Et pour terminer donc, sur le 5e critère, l'exploitation responsable du domaine skiable, les destinations qui sont accompagnées par le flocon vert sont porteuses d'un domaine skiable, ce qui est l'un des moteurs économiques principaux des territoires de montagne. Donc, face à la nécessité pour ces acteurs de participer et d'impulser le processus de transition, le critère stratégie s'attarde donc sur la durabilité et la responsabilité de l'exploitation du domaine skiable. Donc ici, on va venir collecter et évaluer des informations qui concernent la diversité des activités proposées par le domaine skiable en hiver, et les réflexions menées pour rendre les remontées mécaniques utilisables en toute saison et pour une variété d'activités, l'engagement du gestionnaire dans une démarche de qualité, ISO 9001, ISO 14001, et de durabilité, sa démarche RSE, mais aussi l'existence de critères sociaux et environnementaux dans les appels d'offres lancés par le domaine skiable. Donc voilà pour ce premier temps descendant sur ce qu'on attend concrètement. Mais c'était important de pouvoir vraiment aller creuser et vous expliquer, nous, derrière le cahier des charges et derrière les critères flocon vert, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont nos attentes, et puis voilà, pour que vous puissiez ensuite vous pencher dessus. Je vous propose, est-ce qu'il y a un point qui est ressorti dans le chat particulier? Très bien. Du coup, je vous propose de passer au temps numéro 2 de ce webinaire, qui sera donc l'appel des experts, pas du tout l'apport des experts. Et nous avons donc Carole et Hugo qui sont avec nous pour cela. Est-ce que vous êtes avec nous, Carole et Hugo? Hugo, je te vois, je ne t'entends pas. Oui, on est là. Alors, Carole, on ne t'entend pas. Ah, tu m'entends pas? Ah, si. Si, excuse-moi, c'est juste que mon ordinateur était très, très bas. Et Hugo, est-ce que tu as ton... Ah, tu es en train de voir avec Lucie, peut-être. Alors, du coup, pour démarrer, eh ben, je vous propose l'un comme l'autre pour se mettre donc un petit peu dans le bain de... Ah, attendez. Ah, voilà. Hugo, c'est bon. Oui, m'entendre. Nickel.
Du coup, pour se mettre un petit peu dans le bain et comprendre, est-ce que l'un comme l'autre, vous pouvez nous parler de votre territoire et en fait de son contexte au début de la démarche? Qui veut se lancer entre vous deux? Vas-y, je prends alors. Bonjour à tous. Donc moi c'est Hugo Padilla. J'habite à Valberg, dont j'ai été référent flocon vert du territoire il y a quelques années. Mais surtout, et c'est un peu à ce titre que je vous parle aujourd'hui, suite à mon expérience à Valberg qui est de 2017 à 2020, j'ai rejoint Mountain Rider pour accompagner les stations et animer leur démarche de labellisation. Donc depuis 2020 et essentiellement dans des territoires des Alpes du Sud, mais aussi des Pyrénées, puisque je suis intervenu sur l'analyse durable, notamment de Font-Romeu et de Carole qui pourra en parler tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est un peu de pouvoir vous apporter cette double vision, de maîtriser un petit peu ce cahier des charges en tant que vous le présentant dans vos territoires dans le cadre de la labellisation, mais aussi d'avoir dû le mettre en œuvre sur le mien et donc de pouvoir faire un petit peu parfois ces parallèles et ces questions qui peuvent se poser entre, voilà, il y a tel attendu sur le cahier des charges, ça c'est la théorie, comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique. Voilà pour moi. Merci. Voilà, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Carole Rinjonneau, donc chargée de mission développement durable à la mairie de Font-Romeu. Notre contexte, nous, on est une ville de 2000 habitants dans les Pyrénées-Orientales. Le démarrage de la démarche flocon vert, ça s'est fait en fait au dernier changement de municipalité. Donc, notre maire a été élu en 2020. Donc, ça faisait partie d'un des projets de la nouvelle équipe. Et voilà, le temps de se mettre en place, on a commencé en 2021 et pour être labellisé en 2022. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Du coup, c'est vrai que de ce qui ressort de votre expérience, Carole, tu as une grosse vision sur la mise en œuvre. Et du coup, c'est quelque chose de très récent. Et Hugo, tu as une bonne vision aussi sur le côté pilotage de par ton accompagnement et puis l'ensemble de tes expériences. Ce que j'aurais envie de vous demander en premier, c'est sur un retour, qu'est-ce qui pourrait, si vous deviez sortir un petit peu vos réussites, mais aussi vos loupés, parce qu'en fait, il y a des loupés un peu partout, où est-ce que vous êtes pris les pieds dans le tapis, comment est-ce que vous avez réussi à rebondir sur cette mise en place de la démarche. Qu'est-ce que vous mettriez en priorité en avant? Carole, est-ce que tu aurais une idée de réussite ou de loupé à nous partager? Alors, on parle juste de la démarche ou de la stratégie? Là, vraiment Oui. sur la mise en place de la stratégie, le pilotage et vraiment la mise en œuvre pour toi. D'accord. Donc, ce qui a bien fonctionné pour nous, c'est la mobilisation des acteurs. Ce qui était d'ailleurs même qui m'a étonnée au départ, c'est que ce soit le domaine skiable ou l'office de tourisme, on a eu vraiment une bonne participation de tous aux réunions du comité de pilotage. Et donc ça a permis de bien travailler ensemble sur la stratégie notamment. Après, ce qui était un peu plus loupé, du moins au départ, c'est qu'on y a travaillé tard sur la stratégie, c'est-à-dire que après la restitution de l'analyse durable, finalement, on ne l'avait pas fait encore. Donc, pour situer, c'était au printemps l'année dernière, mai-juin, on a eu la restitution, donc pour savoir où on en était par rapport à notre labellisation. Et en gros, il nous manquait la stratégie et le plan d'action. Donc là, ça a été, fallait passer la vitesse supérieure, quoi. Mais Et pour avoir une petite idée, juste tu disais qu'il y avait pas mal d'acteurs mobilisés au sein de votre copil. Il y avait quels acteurs dans le copil? non, mais donc les trois principaux, c'est-à-dire que le flocon vert, ça a été un portage politique de la nouvelle municipalité.
Mais du coup, on ne savait pas trop quel écho ça aurait au niveau domaine skiable, au niveau office. C'est vrai que ça ne dépendait pas forcément que de nous au départ, mais on a eu une bonne implication de ces gens-là, quoi, du domaine skiable et de l'office de tourisme. Après, on avait une association qui était assez dynamique également et qu'on essaye d'impliquer le plus régulièrement possible. Voilà. Ok, super, merci. Hugo, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur ce point-là ou pas spécifiquement? Sur les critères de réussite, pour avoir pu suivre plusieurs territoires, il y a, je pense, un invariant, hein, que Carole mentionne, c'est le portage. À un moment donné, cette démarche, elle vient de quelqu'un sur le territoire ou d'une structure. Ça peut être la municipalité, c'est souvent le cas, mais ça peut venir du monde associatif ou éventuellement de l'office du tourisme. Enfin, ça vient de quelque part. Et derrière, pour se lancer dedans, effectivement, on propose à pas mal d'acteurs de changer un certain nombre de pratiques, de rajouter du travail ou de modifier certaines choses. Enfin, à un moment donné, il faut que ce soit assumé par les responsables, quoi, de ces différentes structures. Et c'est ce que je pense qu'on observe dans la plupart des territoires qu'on accompagne. S'il y a un portage fort et partagé, donc à la fois des élus, mais des exploitants du domaine skiable, de l'Office du tourisme et de la population, voilà, on va vers la réussite de la définition d'une stratégie. C'est rarement toutes ces instances qui vont être porteuses au même niveau et au même moment, mais en tout cas, je pense que pour des territoires qui se lanceraient dans la démarche, c'est vraiment une espèce de clé un petit peu à avoir en tête de qui est-ce qu'on va pouvoir mobiliser et qui est-ce qui va se faire un petit peu le porte-parole, quoi, dans chacune de ces structures, de ce qu'on fait, qu'est-ce qui va l'assumer politiquement, qu'est-ce qui va l'assumer techniquement. Effectivement, les ressources humaines dont on parlait tout à l'heure, qui sont essentielles. Justement, pour cette mise en œuvre, est-ce que vous auriez des indicateurs ou des outils clés que vous utilisez, que vous avez utilisés pour un pilotage efficace ou pour une mise en œuvre efficace? Alors après, oui, le premier outil pour nous, ça a été les réunions du COPIL, en fait. C'est-à-dire que le fait de se lancer dans la démarche Flocon Vert, ça nous a vraiment obligés, entre guillemets, mais incités à se mettre autour de la table tous ensemble, à partager nos expériences diverses et qui finalement pour beaucoup étaient assez proches en objectif, c'est-à-dire que on voulait tous faire de notre mieux, chacun dans notre structure, et finalement de se mettre autour de la table, ça a été vraiment l'élément moteur, l'élément de motivation pour tous et qui a permis de faire avancer le travail dans le Flocon Vert. Donc les réunions, en fait, tout simplement. Et Sans la qu'elles soient trop longues, co-construction. c'est-à-dire toujours dans un temps contenu, avec un objectif précis. Et c'est vrai que la méthode que nous a transmise Mountain Riders et qu'on essaye de reproduire le plus souvent, c'est que voilà, le temps il est maîtrisé, on mobilise les gens sur un intervalle qui est délimité, avec un objectif précis au départ. Alors, bien sûr, des fois, c'est difficile d'être trop rigide, mais en essayant de sortir de cette réunion-là en sachant voilà, quel est le prochain pas, quoi. C'était toujours le formalisme que nous a incité à faire Mountain Riders, mais en fait, ou c'est pouce-décision, certains ils appellent ça pouce-décision, mais que voilà, ces réunions-là, elles soient vraiment constructives et efficaces, quoi, pour être efficientes même, on va dire. Et effectivement, le pouce décision dont parle Carole, c'est cette idée dans une réunion, c'est aussi bien qu'il y ait plusieurs rôles qui soient répartis. Enfin, j'imagine que c'est ça dont tu parlais. Il y a plusieurs rôles, dont une personne qui est chargée de faire avancer les choses et qui dit, bon, bah, alors là, on débat, ok, mais on en est où? C'est quoi la décision?
Et l'idée, c'est pas de partir dans une réunionique. L'idée de se retrouver à intervalles réguliers avec le copil, c'est pas faire des réunions pour faire des réunions, c'est vraiment l'efficacité qui doit être au cœur de ça. Et effectivement, comme tu disais, le fait de respecter, les gens prennent 1 heure, on a prévu 1 heure, et ben on a 1 heure et on n'en a pas 3 parce que sinon, après, on risque de perdre l'envie et la motivation des gens pour continuer dans la démarche. Du coup, merci Carole pour ton partage sur ces indicateurs. Hugo, il y a quelque chose sur les... Tu as des idées de ton côté d'outils et d'indicateurs pour le pilotage? Écoute, je vais un petit peu abonder là-dessus. C'est vraiment le comité de pilotage, c'est quelque chose d'absolument clé, qui est parfois une notion un peu floue, qu'on entend un petit peu partout. Il y a des comités de pilotage de tout. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un comité de pilotage flocon vert ou développement durable? Ça dépend de la destination. On peut y mettre beaucoup de choses. Mais je pense que la différence ou l'apport que ça peut avoir dans une destination, déjà, c'est qu'il est fait à l'échelle d'une destination, puisque dedans, voilà, il y a des structures différentes. On l'a dit, les 3 porteuses, l'Office du tourisme, la mairie, le domaine skiable, et on l'a de plus en plus précisé avec le temps et avec le recul, si possible, des éléments techniques et politiques de chacune de ces structures dans ce comité de pilotage. C'est ce qui permet de faire vraiment avancer les choses. Comme tu l'as dit, Carole, de l'instituer un petit peu, c'est-à-dire qu'il a une périodicité, il a des membres qui sont fixes, qui sont pas négociables, et il a vraiment une mission. C'est lui qui prend un petit peu les orientations là-dessus. Et bon, cette partie de temps que vous avez mentionnée toutes les deux, elle est cruciale parce que la question de la transition et du développement durable, c'est des discussions qui ont toute légitimité à être à l'infini, en fait. C'est-à-dire que quand on commence à détricoter un sujet, tout est lié. Quand on commence à parler mobilité, énergie ou quoi que ce soit, en fait, tout est lié. Et quand on le fait sans un cadre, en fait, on aboutit à des discussions qui sont passionnantes, mais qui aboutissent rarement à de l'opérationnel. Et en fait, on se retrouve au pied de la même montagne où on était au départ de la conversation, et on est découragé. Et c'est pour ça que cette méthode dont tu parles, pour nous, elle permet de se dire, quand on fait un focus sur un thème, il faut bien qu'on travaille sur quelque chose. En ce moment, on a une séquence énergie. On va parler de ça, et on a l'objectif, au bout de cette réunion, de sortir avec quelque chose de plus que quand on est entré, une marche qu'on a posée. Par exemple, on est sur la stratégie énergétique. OK, on s'est donné un petit calendrier sur ce qu'on va faire en termes de rénovation. Et donc, de parfois sectoriser un peu les sujets. Ce n'est pas l'idée d'appauvrir la réflexion, mais c'est de dire, si on veut avancer dans des thématiques aussi immenses et ne pas se décourager devant les défis, c'est voilà, cette gestion du temps et de l'objectif, elle est importante. Mieux vaut faire des choses petit à petit qu'essayer d'avoir tout bien réfléchi et au bout d'1 an, en fait, ne pas avoir mis une première pierre à un édifice. Mmh. Effectivement, et aussi du coup dans ce cadre, j'y pense pour le plan d'action, un point important, c'est alors la vision long terme, c'est importante pour nous guider, mais les objectifs long terme, quand c'est trop loin et que c'est pas palpable, en fait, ce dont on a besoin, c'est d'étapes. L'idée, c'est vraiment d'y aller par étapes. Parfois, on appelle ça des sprints. Ça veut dire qu'on va avoir sur un projet quelques mois. Ça peut être en semaines ou en mois. On se dit, on a un temps de travail. On fait le bilan au bout de 2 mois, 2 mois et demi. Qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et du coup, on réoriente. Et plutôt que de voir si on voit trop loin après, on perd l'objectif de vue parce que c'est pas palpable. Un autre outil, si je puis me permettre, Oui. qui est efficace, et dis-moi, Colline, si ça sort un petit peu du cadre de l'idée, mais on a parlé du comité de pilotage, mais il y a le rôle vraiment déterminant ensuite du référent et des moyens humains au sens large. C'est-à-dire que Mmh. mon expérience un petit peu d'avoir accompagné un certain nombre de territoires, c'est que quand on est au moment de préparation de sa stratégie, on pense énormément à ce qu'on va faire. On est dans un moment un peu théorique, on fait l'état des lieux de son territoire, on
dit qu'on a des enjeux sur des thématiques, l'énergie, l'eau, la qualité de vie, et donc on pose des actions. Mais j'ai le sentiment que souvent, on est dans le risque de sous-estimer le qui. En fait, on pense au comment, enfin à quoi, on va faire quoi, mais qui va le faire, combien de temps ça va prendre. C'est des choses qui sont un petit peu évoquées dans le cahier des charges, mais malgré tout qui ont trait aussi à l'organigramme. C'est-à-dire que on ne se lance pas dans une démarche de transition à équipe strictement égale et mission égale, puisqu'on rajoute quand même un petit peu de travail, et que ça, chaque territoire va le prendre en compte à sa manière. Entre les territoires qui vont avoir le choix ou la possibilité de penser à du recrutement pour mener un petit peu ces missions-là, d'autres à réagencer un petit peu, d'autres à nommer un coordinateur et peut-être avoir des missions ponctuelles ou des missions de stage. Mais je pense que avoir en tête cette idée qu'il va y avoir un besoin en temps et en compétences, on doit la faire au même moment qu'on pense un petit peu son quoi, son comment et qui. Il faut un petit peu avoir cette réflexion sur les trois en même temps. Effectivement, et ça me fait rebondir sur cette idée du quoi, du comment. Il y a aussi un point qui était important, mis en avant par Simon Sinek, qui disait qu'on doit mettre aussi au cœur de sa stratégie le pourquoi. En fait, pour donner du sens aux gens qui s'incluent dans la démarche, vraiment que ce soit clair pour tout le monde le pourquoi de cette démarche-là, ou de cette action, ou de ce projet, et ainsi de suite. Ok, merci à tous les deux. Sur un troisième volet, j'aurais dit un peu, est-ce que vous auriez une sorte d'un peu des tips en vous disant, bah voilà, moi aujourd'hui, si je me retrouvais à votre place, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que si vous reveniez en arrière, mais aujourd'hui, cette phrase n'a aucun sens, qu'est-ce que vous feriez de manière générale, et peut-être après un focus sur par quoi vous commenceriez? Ce serait quoi votre premier pas? Tu veux dire, ouais. Donc, les tips, c'est nos bonnes pratiques, c'est ça, hein? Oui, voilà, un peu vos conseils aux personnes qui nous suivent aujourd'hui et qui disent, bah, OK, vous avez fait des choses bien, des choses qui ont bien fonctionné. Est-ce que vous auriez un conseil comme vous donneriez, au lieu d'un conseil à un ami, c'est un conseil à un référent Flocon Vert? Du coup, ce qui a fonctionné pour mon cas, enfin, en tout cas pour notre cas, c'est de prendre date. Dans l'idée des petits pas, c'est vrai que, comme disait Hugo, souvent on peut passer des heures à discuter et puis ça n'avance pas. Ce qui a fonctionné pour moi, pour nous, c'était de prendre des rendez-vous ou de convoquer des réunions. Et parce que du coup, on est obligé d'avoir un objectif pour ce rendez-vous-là ou cette réunion-là. On est obligé, si on a pris date, de faire le travail préalable pour pouvoir le jour J être en mesure de travailler. Et tout simplement, voilà, quand je ne savais pas trop par où commencer, à chaque fois, je me suis dit, bon, allez, je prends rendez-vous avec un tel, ou je réunis mon copil, et l'ordre du jour, c'est ça. Et comme ça, ça met le coup de pied aux fesses qui oblige à avancer, quoi, en fait, tout simplement. Prendre date. C'est noté, merci. Hugo, est-ce que là-dessus, tu as, des petits conseils pour les référents? Conseil à un référent. Ouais, quelque chose me vient en tête sur le suivi de destinations qui sont peut-être dans le flocon depuis un certain temps, sur des enjeux qui sont un peu off, qui ne sont pas des enjeux de cahier des charges. C'est que se lancer dans une démarche Flocon Vert, vous vous lancez dans une démarche, c'est quand même un choix stratégique, c'est un choix politique, c'est un choix qui va être interprété par chacun, positivement ou négativement. Et au-delà des actions qui sont menées, au-delà de suivre un cahier des charges, il y a quelque chose d'hyper important, je pense, c'est que la greffe se fasse entre les gens qui portent cette démarche de transition et le reste des acteurs de votre territoire.
parce que il y a des avis très divers sur comment devrait être menée la transition, quels sont les choix stratégiques qu'on a à faire pour le futur sur un territoire. Et là où je pense qu'une démarche, elle est un petit peu gagnée, une démarche de transition, c'est quand vous avez réussi à inclure un petit peu tout le monde. Et donc, à faire en sorte que le flocon vert, il soit vu comme un outil pour la station, comme un allié, comme quelque chose qui, pour votre territoire de montagne, va être un petit peu bénéfique à tous, ce qui demande beaucoup de temps, un petit peu off de discussion, d'inclusion dans les milieux chez les acteurs qui sont les plus éloignés de ce type de réflexion, de manière à ne pas avoir l'image d'une culture environnementaliste d'un côté et d'une culture montagne de l'autre. Et c'est, je pense, un enjeu capital. Et de toute façon, c'est un enjeu de société. Ça dépasse largement le flocon. Mais j'ai l'impression que chez des territoires qui sont dans cette démarche depuis le plus longtemps, j'ai l'impression que c'est ce qui sécurise et ce qui pérennise le plus la démarche à un moment donné. C'est quand le flocon, il est vu comme un outil parmi tous les autres de développement et de préservation du territoire. Donc, attention à ne pas le gérer dans un microcosme environnement et développement durable, mais bien à l'inscrire dans tous les enjeux du territoire. Je pense au recul, c'est quelque chose qui me semble très important. Ok, merci beaucoup. Et juste pour clôturer, là sur ce temps, sauf si vous avez des choses à y ajouter, si on devait se dire, s'il y avait un premier pas à faire concrètement demain, ok, aujourd'hui je me mets sur ma stratégie, demain matin à 8h30, après le café, je fais quoi? Ou le thé. Mais moi j'avais pensé ça fait un peu la transition avec ce que vient de dire Hugo, c'est-à-dire que à cette question-là, j'avais pensé s'entourer, c'est-à-dire effectivement pas rester dans l'unique prisme chargé de mission d'aider et référent flocon vert, mais par contre être en lien avec la communication, par exemple en interne, en lien avec les services techniques, les élus, et s'entourer pour que la démarche soit partagée en fait. Merci. S'entourer et une autre chose, je pense, aller chercher l'info existante. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'informations pour créer une stratégie qui sont existantes à l'échelle locale, que ce soit déjà un petit peu des modèles de comment on fait ce genre de choses, mais aussi des données que parfois on va chercher ou recréer alors qu'elles existent, soit au sein directement des structures porteuses, ou soit des collectivités locales, départementales, régionales. Enfin, il y a du travail qui a été fait sur la thématique de la transition à l'échelle de toutes les collectivités, et il y a des choses dont on peut s'inspirer, il y a des contacts dont on peut prendre quand on n'a pas soi-même la chance d'avoir un ETP en interne qui travaille sur des questions environnement et développement durable. Il y en a dans votre PCI, il y en a dans votre Comcom, il y en a au département, qui parfois ont du temps et des outils et des données à partager. Et voilà, ça fait partie de s'entourer, en fait. Ça fait partie de s'entourer, prendre un petit peu toutes les données qui sont déjà existantes et les énergies qui ne demandent qu'à s'appliquer à ça. Merci beaucoup à tous les deux. Effectivement, ça fait vraiment le lien sur cette idée que la stratégie doit être transversale, c'est essentiel. Et aussi, vous avez nombre d'expertises sur vos territoires et aller chercher cette expertise pour vous entourer et puis aller chercher la data, toutes les données qui peuvent exister. Encore un grand merci à tous les deux pour votre participation. Et après, de toute façon, on reste sur le temps d'échange. Là, je vais passer sur un petit temps de bonne pratique qui va reprendre un petit peu tout ça. Et puis, on se retrouve juste après aussi avec vous deux pour le temps d'échange collectif. Merci. Merci. Alors, du coup, je vais reprendre mon petit partage d'écran. Hop. Le voilà de retour.
Sur du coup un petit zoom rapide sur le partage des bonnes pratiques. Sur cette partie stratégie, vraiment, pour nous, ce qui était important, c'était de se dire, chez Mountain Riders, on travaille sur ce qu'on appelle des pépites. C'est des projets qui existent aujourd'hui dans les différents territoires, où vraiment on se dit, mais ça c'est une pépite, il faut le partager, et ce projet est vraiment génial. Pour la stratégie, pour nous, il n'y a pas de pépite, puisque chaque stratégie ressemble à son territoire. Du coup, là, ce serait plus, là, on est vraiment plus sur du partage de bonnes pratiques de manière générale, et pas de pépites. Ce qu'on a identifié, c'est qu'en fait, à chaque stratégie, à chaque territoire, sa stratégie et son pilotage. Là, par exemple, à Champs-Rousses, le pilotage se fait par un tableau Excel dont ils ont déterminé leurs différents axes, dont ils ont déterminé les colonnes pour mettre en avant ce qu'ils ont envie de monitorer et ce qu'ils ont envie de suivre. Pour certains, ce serait peut-être trop, pour d'autres, ce serait peut-être pas assez. L'idée, c'est d'avoir son outil qui correspond pour vraiment piloter. Et puis après, que ce soit Excel, que ce soit une grande fresque sur un mur, que ce soit ce qui compte, c'est que il y ait vraiment une formalisation. Et dans le cahier des charges, on insiste énormément sur cette formalisation pour deux grandes raisons. Déjà, qu'elle soit donc partagée et qu'on puisse revenir dessus pour, quand on doit répondre à une question, se dire, ah bah tiens, je reviens sur ma stratégie, sur mon plan d'action, j'en suis où? Donc, pour qu'elle soit partagée, suivie, et qu'elle puisse être partagée derrière. En fait, si votre stratégie est uniquement orale, vous allez avoir plus de difficultés à la partager au grand public. Si vous la formalisez, vous aurez davantage de facilité à cela. Donc, un premier exemple de pilotage qui peut se faire tout simplement par un Excel comme à Champs-Rousses. À Font-Romeu, la stratégie a été développée autour de 5 grandes thématiques. Donc, la sobriété énergétique, l'exemplarité, la sensibilisation, le tourisme et la protection de l'environnement. C'est ce qu'on appelle aussi les axes stratégiques. Ces axes stratégiques sont essentiels à définir parce que c'est eux qui vont vous donner le squelette de votre stratégie, et de ces axes-là vont ensuite en découler un plan d'action. Donc voilà un autre exemple. Si on doit prendre juste quelques grandes réflexions, donc il y a cette idée qu'à chaque territoire, sa stratégie, mais aussi un bon pilotage nécessite un plan d'action. Il y a certaines choses qui sont répétées, mais on ne dit jamais assez les choses. Donc n'oublions pas que sans plan d'action formalisé, vous pouvez avoir la plus belle vision et les plus beaux axes stratégiques. La mise en place sera bien plus compliquée et le suivi d'autant plus. Mais aussi un bon suivi est nécessaire. Pour un bon suivi, c'est important d'avoir des indicateurs. En fait, ces indicateurs vont vous permettre de comparer et de mesurer l'évolution de votre stratégie, mais aussi de communiquer dessus. Si vous dites à votre population, nous réduisons l'impact, nous réduisons la consommation énergétique, et nous avons réduit cette année notre consommation énergétique de 45%, l'impact n'est pas du tout le même. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir des indicateurs pour vous repérer, pour piloter, pour suivre et pour communiquer. Et à ce titre, je voulais vous partager... excusez-moi. Je voulais vous partager des indicateurs de durabilité sur lesquels Mountain Riders et AG2A et G2A et G2A ont travaillé. En fait, l'objectif, c'était, ils voulaient acculturer le changement au travers de partage d'autres indicateurs que les indicateurs économiques classiques. G2A, je pense que c'est possible que la plupart d'entre vous connaissent. G2A, ils mesurent énormément de choses. Ils travaillent avec énormément de partenaires pour avoir des indicateurs économiques précis à fournir aux stations. Et ils se sont rendus compte au bout d'un moment que les indicateurs économiques purs avaient des limites. Et ils ont décidé donc de travailler avec Mountain Riders sur ces indicateurs de durabilité, avec comme deux objectifs principaux: mesurer la durabilité à long terme. Donc pour ça, il y a 5 indicateurs mesurés
qui vont être la prospective sur l'enneigement et les températures, l'artificialisation des sols, la protection des espaces, le score énergétique du bâti et le bien-être de la population locale. Et des objectifs qui permettent de piloter la durabilité à court terme avec 4 indicateurs mesurés: le transport des touristes et l'impact carbone, la consommation électrique et la fréquentation touristique et l'emploi, et la perception du client et la durabilité. Donc ça, c'est un travail qui a été fait pendant un long moment et qui est en train d'être finalisé. Il a été présenté à 5 ou 6 stations, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, il va à terme être mis à disposition par G2A. Donc, il va être commercialisé par G2A. Et donc voilà, je voulais profiter de ce webinaire pour vous parler de ce travail qui pourra vous servir à l'avenir. Donc, sur cette notion d'indicateur. On a donc vu à chaque territoire sa stratégie. Un bon pilotage nécessite un plan d'action. Pour un bon suivi, l'importance des indicateurs. J'ai bien mis en avant, n'oublions pas les habitants. Effectivement, c'est comme dit au début, c'est une erreur qu'on remarque assez fréquemment dans les territoires où on a tendance à ne pas intégrer les habitants à la démarche. Et puis surtout, sans pilote, pas de direction. Parce qu'en fait, pour que ce soit le COPIL va avoir pour mission de piloter la démarche de transition. Mais ensuite, pour chaque plan d'action, c'est essentiel d'avoir un pilote identifié pour être sûr que chaque action soit bien mise en place. Donc, c'était un petit résumé que je voulais vous faire sur les bonnes pratiques existantes à retenir pour la mise en place de votre stratégie et son pilotage. On arrive au moment des questions. Alors, pour rappel, je vous invite à noter dans le chat, vous avez dû noter petit à petit sur des feuilles les questions que vous aviez en tête. Je vous invite à reprendre votre feuille et puis voir quelles sont les questions. Vous pouvez en noter plusieurs dans un seul message, mais du coup, mettez-les par ordre de préférence, que l'on puisse les voir et ensuite les poser. Et je reprécise que l'idée, c'est vraiment de partager la parole. Donc, c'est pour ça que pour chaque message, je prendrai à la base une question pour laisser à chacun l'opportunité. Et je vais donc arrêter le partage et proposer à Hugo et Carole de revenir avec nous. Comme ça, ça vous permet, vous aussi, de pouvoir répondre à ces différentes questions. Alors, du coup, dedans, je lis en même temps. En même temps, je lis ici. En même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à Olivier Duche, j'espère que je le dis bien, vous aviez plusieurs questions. Je vais vous proposer d'en choisir une et de la poser à l'oral. Je vais réactiver les micros. Comme ça, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro pour poser votre question, pour être sûr que je le dise bien. Est-ce que vous êtes avec nous, Olivier? Ça y est. Oui. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Alors, Bonjour. vous l'avez mal dit, mais vous ne pouvez pas le savoir. Oups. C'est Duc. Voilà. Une chance sur deux. Voilà, non, pas de souci. Oui, je vais poser la question concernant la mise en avant du flocon après, une fois que nous, on a été labellisés en novembre. Donc, il y a tout un enthousiasme qui se dégage, notamment au moment de la labellisation. Le portage collectif, il a été fait et le travail d'amélioration continue se poursuit. Mais après, sur la volonté quelque part de partager cette démarche donc à travers le flocon vert à l'ensemble de la population, aux vacanciers, aux saisonniers, aux résidents,
et ben, c'est pas si évident que ça. Enfin, de base, on se dit, on met de la signalétique, on met des panneaux, on met sur le site internet, mais ça vient toujours un peu ça fait une multiplication de labels. On a d'autres engagements aussi, hein, la famille plus, etc. Donc finalement, c'est pas si évident de donner la place à Flocon Vert pour que finalement l'information soit partagée. Et ceci d'autant plus que, comme vous l'avez bien souligné au début, il y a le risque d'être taxé, comme ça, de se donner un autosatisfait en se disant, tiens, ils sont contents, ils ont le label, mais concrètement, ça reste, qu'est-ce qu'ils font donc voilà, on est toujours un peu interrogatif sur la manière dont on valorise le flocon vert sans être sur une démarche d'autoproclamation. Alors j'entends bien que la démarche c'est ce qu'on met en avant, c'est la transition, c'est l'engagement de la destination, mais c'est pas assez évident à faire savoir sur une affiche, un panneau, un logo. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des réponses sur ce point-là. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Du coup, Carole et Hugo, vous qui avez eu à travailler sur cette communication, comment est-ce que vous communiquez sur le flocon vert dans vos destinations et peut-être comment est-ce que c'est reçu? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous avez identifiées qui pourraient permettre de répondre à Olivier sur ce point-là? Alors, si je peux me permettre de commencer, la réponse, elle est multiple, c'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser tous les canaux possibles de communication pour essayer d'infuser la culture flocon vert. Alors, on l'a pas trop senti, l'autoproclamation, c'était pas tellement, enfin, on est fiers évidemment, mais c'est plus d'emmener les autres dans la démarche. Donc, nous, on n'a pas ressenti cette idée d'autoproclamation, mais par contre, on essaye de profiter de chaque occasion pour parler du flocon vert, pour informer les gens de notre démarche, parce que bon, il y en a qui ne le savent toujours pas, hein, donc par exemple, ça va être quand on a une réunion avec les commerçants, ça va être de dire, ben voilà, ça, on le fait dans le cadre du flocon vert aussi, parce qu'on vous rappelle qu'on est dans cette démarche-là, ou faire un petit rappel de ce que c'est le flocon vert dans une réunion qui n'a rien à voir, par exemple, c'est-à-dire, mais quand même d'essayer de glisser un sujet qui sera transverse. Nous, la dernière en date, c'était lors d'une réunion de commerçants. Ensuite, sur les supports, oui, de rajouter le logo. Donc, faire des articles dédiés sur notre site, sur notre Facebook. On a aussi créé des articles à la mairie depuis la labellisation. On s'est fait faire des mugs, des gourdes et des verres avec des carafes pour la salle du conseil, les agents, ceux qui viennent à la machine à café. Puis à chaque fois, on met le petit logo flocon vert et ça permet de diffuser un peu sur tous les tout est prétexte pour acculturer les gens à ça, en fait. Et puis, ça fait parler, puis les collègues sont impliqués. Et j'ai récemment une collègue qui a organisé une réunion, c'était ma collègue des finances qui m'a dit, bon, je ne mets pas les petites bouteilles en plastique, ça, on ne fait plus, hein, on met les carafes et les verres en salle de réunion. Et du coup, ça m'a fait plaisir parce que ça montre que ne serait-ce que déjà en interne, ça commence à infuser et à se développer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un seul canal. On essaye de trouver chaque occasion pour en discuter, pour le glisser. Et c'est vrai que ça me fait penser à cette idée. Merci beaucoup, Carole, pour cette explication. Je repense à ce qu'on disait sur le fait que les habitants, c'est les meilleurs ambassadeurs de votre station. En fait, plus vous allez en parler dans les cercles autour de vous, en interne, mais aussi auprès des habitants,
plus le message sera aussi passé par le bouche à oreille des habitants vers les touristes, les vacanciers, que ce soit aussi, si la démarche est claire auprès des sociopros, ils peuvent ensuite aussi en parler. Mais j'aime beaucoup cette idée de chaque occasion pour parler du flocon vert, même si la réunion n'a rien à voir, on cale juste un petit mot pour rappeler, pour être sûr que tout le monde soit au clair avec la démarche et les renvoyer vers ce que vous avez mis en place sur votre site internet ou bien vers le site internet de Flocon Vert ou de Mountain Riders où on explique ce que c'est, sans avoir à prendre 45 minutes à chaque début de réunion pour dire « au fait, vous savez pas, on est dans la démarche Flocon Vert, voilà ce qu'on fait », mais rappeler et renvoyer vers la possibilité d'avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Est-ce que, Hugo, si tu avais un truc à rajouter là-dessus ou bien on passe à la question d'après? T'es en sourdine. On te voit bouger, mais c'est tout. Ah, mais à chaque fois, tu es pas autorisé à gérer tout seul. Voilà, non, j'ai pas le droit de réactiver mon micro tout seul. Pardon. Très rapidement, parce que bon, la question elle est super intéressante, on pourrait faire un webinaire dessus. Déjà, je pense qu'il y a de toute façon une question de temps. On ne s'approprie pas un concept, un logo, un label rapidement. Et je pense que les stations qui sont dans la démarche depuis le début sont celles où finalement ça finit par prendre à force de répétition. Effectivement, il y a aussi leur intention de base. Est-ce qu'elles ont envie que le flocon, ce soit la chose des élus, la chose des techniciens, la chose des communicants ou la chose commune? Le flocon vert, il est mobilisé différemment par des destinations. Il y en a qui l'utilisent vraiment sur le plan technique et qui communiquent entre pairs là-dessus, et bon, pourquoi pas. Et par contre, je pense que les destinations où c'est le plus connu au niveau de la population locale, je pense que c'est aussi souvent celles qui ont vraiment fait des ateliers participatifs qu'on propose dans la démarche une priorité. Soit qu'ils l'ont décidé eux, ou soit qu'il y a eu une grève qui a très bien pris au sein de la population. Mais on n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais dans le flocon, il y a cette idée aussi de mobiliser sur des groupes de travail les habitants autour de certaines thématiques et de faire du flocon un outil de prise de position et de participation à la vie locale, qui est, je pense, qui va être mais après, c'est le temps, la répétition et ce que devient ou non le flocon. C'est-à-dire que nous tous qui sommes dans cette démarche, on a un rôle à jouer. On parle de plus en plus du flocon vert, et je pense que ça va être plus facile pour les destinations aujourd'hui de l'inclure vraiment de manière systématique dans leur démarche de transition et dans leur com qu'avant, à mesure qu'on est plus dans la démarche, mais pas de recette miracle. Pas de recette miracle. Effectivement, le temps, on dit toujours, c'est comme pour tout, hein, le temps, c'est une démarche de transition, c'est pas un coup de baguette magique. Mais effectivement, c'est important de le rappeler que le temps fait aussi fait partie du plan d'action. Merci. J'invite, s'il y a d'autres personnes qui ont déjà des réponses à la question d'Olivier, des bonnes pratiques qu'ils font sur les référents ou les élus qu'il y a parmi nous, si vous avez des bonnes pratiques que vous avez envie de partager, soit là, je vous invite à lever la main et allumer votre micro pour nous la partager, ou sinon dans le chat selon ce qui est le plus confortable pour vous. Il nous reste 10 minutes. On peut prendre donc encore d'autres questions. Pour l'instant, il n'y en a pas dans le chat. Après, c'est peut-être que tout a été absolument clair et que demain matin, à 8h30, il y a des stratégies qui vont fleurir de partout et c'est superbe. Ou bien qu'il y a aussi le temps, que c'est un sujet qui est pas simple et qui a aussi besoin de le processer, de laisser les choses infuser. S'il y a des questions, on en prendra encore, et s'il n'y en a pas, c'est pas très grave, on n'est pas obligé, on pourra conclure, et de toute façon, c'est pas parce que le webinaire s'arrête que
je voulais proposer, alors il y a Emmanuel, Emma, si tu veux donner quelques exemples. Est-ce que tu as le droit d'ouvrir ton micro? C'est une autre question. Ah oui, ça y est, c'est bon. c'est voilà. Merci, bonjour à tout le monde. Alors, je suis désolée, je n'ai pas été là tout le temps, mais je voulais vous partager deux exemples que j'avais trouvé très intéressants de collectivités qui, pour ne pas les nommer, c'est à Saint-François-Longchamp. En fait, systématiquement, au conseil municipal, ils faisaient des points flocons verts en fin de conseil municipal pour donner de l'actualité sur l'évolution du pilotage de la stratégie et du plan d'action. Et ça pouvait aborder aussi l'avancée des groupes de travail, parce qu'il y avait des groupes de travail sur des axes stratégiques. Et je trouvais que c'était une très bonne façon de faire vivre le flocon chez les élus déjà, et du coup que ça soit systématiquement abordé. Voilà, cet aspect systématique de points flocons pendant le conseil municipal, je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Et une autre action qui n'était pas dans le cadre du flocon vert, mais qui me semblait aussi intéressante, c'était une communauté de communes qui avait pris une décision qu'ils avaient votée collectivement, qui était de dire pour toute décision prise, on la passe au filtre de la question du développement durable. Et ils avaient fait une délibération qui avait été signée par tous les maires de la communauté de communes. Et je trouvais ça assez intéressant au niveau de l'engagement, et pareil, au niveau de l'engagement de dire toutes nos prises de décision vont passer par ce filtre-là. Voilà, c'était ces deux petits exemples que j'avais trouvés plutôt très intéressants et que je voulais partager. Super, merci beaucoup. Emma, du coup, qui nous accompagne depuis une dizaine d'années et qui accompagne beaucoup de territoires. Donc, certains d'entre vous l'auront déjà croisé. Et ça nous permet de profiter d'une grande expertise. Merci beaucoup, Emma. De rien. Est-ce que j'ai pas vu d'autres questions apparaître dans le chat? Est-ce qu'il y en a une qui émerge tout à coup? Ou est-ce qu'on passe à la conclusion de ce webinaire? Et si hop, ça n'émerge pas, je vais repasser sur un petit partage. Alors, pendant qu'on... Ah, voilà, j'allais aller une slide trop loin. Bah non, c'est juste, je vais en partager un autre, parce que pendant ce webinaire, en parallèle, Lucie faisait une petite synthèse de tout ce qui s'est dit. Et il faut juste que je puisse vous le partager. Hop, excusez-moi, les soucis du direct. Et voilà. Hop, le voilà. Donc du coup, si on doit retenir certaines choses d'aujourd'hui, donc il y a ce que j'ai déjà dit tout à l'heure sur cette idée de à chaque territoire sa stratégie. Pour un bon suivi, un indicateur. Il faut, pour un beau pilotage, il faut un plan d'action. Et elle n'apparaît pas, mais ah voilà, sans pilote, il n'y a pas de direction, et n'oublions pas les habitants, mais aussi ce qui a été rajouté donc, par nos deux experts, l'idée de s'entourer, le côté essentiel de s'entourer, de faire des points flocons réguliers, de s'appuyer sur l'existant pour envisager l'avenir, le fait de prendre date, de se fixer des deadlines, échelonner le travail, multiplier les temps d'échange et valoriser les réalisations et les petits pas qui ressortent
de chacun de ces temps-là et de voir la stratégie flocon vert vraiment comme un outil de transition du territoire global et transversal. Le fait qu'ils doivent servir à tous et sur tous les sujets. Et je rajouterai les dernières petites choses qui sont ressorties on ne cite pas Saint-François-Longchamp, de vraiment se dire que on peut ajouter un point flocon vert à chaque conseil municipal, ou comme disait Carole, se dire que à chaque occasion, on parle du flocon vert. Ça permet aussi de… Donc là, on va au-delà Enfin non, ça fait partie d'ailleurs du pilotage. C'est de la communication, mais ça fait partie de la mise en œuvre, en tout cas, de la transition. Pour faire une petite ouverture sur la suite, donc juste un petit rappel, suite au webinaire d'aujourd'hui, on a les 2 autres webinaires à venir qui sont déjà, dont les dates sont déjà calées. Les prochains, il y en aura tous les 2 mois, donc les prochains sont à venir. Et le 25 mai, on en profitera. On parlera de la vie sociale et locale au cœur de la démarche de transition. Et on en profitera pour vous parler des autres dates qui auront été calées. Et donc, le 6 juillet, on se retrouvera sur l'artificialisation des sols. Pour terminer sur un peu une petite actu Mountain Riders, je voulais profiter d'être là aujourd'hui avec vous pour vous parler, pour ceux qui n'ont pas été là et qui n'en ont pas encore entendu parler, de la journée qui a eu lieu le 16 mars dernier, qui était la grande journée de lancement de la charte montagne zéro déchet. Une journée pendant laquelle, en fait, pendant un bon moment, l'équipe Montagne Zéro Déchet a travaillé sur l'élaboration de cette charte avec un objectif d'une montagne zéro déchet sauvage en 2030, donc un objectif de moins 100% en 2030. Et on a du coup fait le lancement de cette démarche le 16 mars dernier avec 15 corporations qui nous ont suivis et qui ont signé cette charte et qui est actuellement en cours de déploiement. Donc, je profite pour vous en parler et vous inciter vous inviter, je change la lettre du milieu, vous inviter à du coup en prendre connaissance, nous contacter si vous avez besoin d'informations et la déployer sur vos territoires. Pour terminer, attendez, il y a une question qui arrive entre-temps. Alors, vous vais le relire. Donc, si une destination est attaquée sur un de ses projets par des organismes environnementaux, malgré que toutes les autorisations sont validées, est-ce un critère éliminatoire pour obtenir le flocon vert? Alors, ce que j'ai envie de répondre à chaud, c'est que ça dépend quel projet, ça dépend l'impact réel du projet sur l'environnement. Et effectivement, on a certaines stations, certains territoires qui sont flocons verts et qui ont certains projets qui sont parfois attaqués parce que, comme on l'a dit au début et comme on insiste énormément, la démarche flocon vert, c'est avant tout une démarche d'amélioration continue. Personne n'est parfait. Ce que nous, on va vraiment regarder, c'est l'intention qu'il y a derrière et l'impact réel de ce projet sur l'environnement, à quel point la réflexion a pu être collective, à quel point les habitants et les parties prenantes, en fait, générales, ont été consultées, ont été prises en compte. Et c'est compliqué de répondre comme ça sur un projet, parce que c'est au-delà de juste un titre de projet, il y a tout un impact derrière. Donc, ça dépend vraiment de ça. En fait, le flocon vert n'est pas remis ou non selon les attaques ou non des organismes environnementaux. C'est remis selon des critères spécifiques qui vous sont tous partagés. Et c'est ça qu'on va évaluer et pas Mountain Riders est complètement indépendant des organismes environnementaux et le comité de labellisation flocon vert est également indépendant de ces organismes-là. Donc, on ne se base pas là-dessus, mais bien sur les critères du cahier des charges.
Voilà, c'était une petite question qui est arrivée entre-temps. Et du coup, j'espère y avoir répondu. Et pour clôturer tout ça, du coup, voilà, pour moi, c'est toujours, enfin pour moi et pour nous, c'est toujours important. Le cerveau humain a besoin d'un temps d'ouverture et un temps de fermeture. Et donc, avant de clôturer ce premier webinaire de 2023, je vous invite à noter dans le chat, c'est une déclusion que j'aime beaucoup, qui est un peu pour revenir sur ce temps qu'on a passé ensemble. Tête, cœur, jambes. Un peu tête, c'est ce que je retiens de ce webinaire. Donc, vous pouvez écrire dans le chat, dans un même message, tête, ce que vous avez retenu, cœur, ce que vous avez apprécié. Et jambes, c'est vraiment ce premier pas concrètement derrière, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le jambe va être qu'est-ce que vous allez faire pour engager ou pour continuer dans votre engagement pour la transition. En tout cas, pendant que vous réfléchissez, je vais juste en profiter pour vous remercier tous d'avoir été là. Suite à le support que j'ai utilisé vous sera envoyé par mail. Vous êtes tous inscrits pour avoir le lien du webinaire. Et vous aurez le support sur votre mail également. Et il sera également mis en ligne puisqu'il a été enregistré. Comme ça, vous pourrez le regarder encore et encore en replay. Et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci et j'espère, je vous laisse faire les déclusions tranquillement dans le chat et j'espère vous retrouver du coup le 23 mai prochain. Merci beaucoup à vous. Et un grand merci aussi à Hugo et Carole et Emma qui est arrivée aussi pour ajouter son savoir.